Radio Anthropocène. Format paysage, un dessin au trait, un trait en tension, entre la simplicité de l'enfance et la complexité d'un système. Un dessin en bichromie, sanguine et bleue. De loin, on dirait une pieuvre. En fait, c'est un réseau, des liens entre des lieux, entre des gens, entre des moments. Au centre, la sanguine est posée en hachures rageuses. Elles forment une masse inquiétante, dégoulinante, éclats dangereux en contrebas de murs et d'immeubles, rouges eux aussi. Un rouge que l'on retrouve comme un motif, des bâtiments en flammes, fissurés, menaçants et menacés par des gouttes qui reviennent elles aussi. D'autres lieux figurent. En bleu, plus habités, ils sont reliés entre eux et aux autres, au rouge, par des espèces de routes, des pointillés et des lignes. Entre tout ça, ça grouille. Une foule de gens, une foule de voitures, des punaises de lit. En bas du dessin, un texte manuscrit. Pattes de mouches qui ressemblent au peuple dessiné, pattes de mouches qui reprennent certains motifs, pattes de mouches qui expliquent et décryptent. Une légende, c'est une carte. La carte sensible des luttes. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production de la connaissance. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la rediffusion d'un épisode enregistré en juin 2022. Je recevais alors Élise Olmedo, géographe, tenante d'une approche sensible et expérientielle des questions socio-spatiales, venue nous parler de cartes sensibles et de la recherche comme création. Bonjour Élise. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, malgré la distance spatiale et temporelle qui nous sépare, puisque vous nous parlez depuis le Canada. Vous êtes actuellement post-doctorante au département de géographie, aménagement et environnement de l'Université de Concordia. Alors, on va revenir plus en détail sur ce qu'est la carte sensible et le passionnant travail de création cartographique que vous avez engagé depuis quelques années. Mais avant ça, je voulais vous poser la question et vous demander si vous pouviez revenir sur votre parcours et sur d'où vient cette appétence pour le dessin que vous avez développé depuis, je crois, des premiers croquis anthropologiques en 2010 dans votre travail sur l'espace habité à Marrakech jusqu'à aujourd'hui et les cartes sensibles des récits de vie d'exilés rwandaises, le travail que vous menez en postdoctorat à Concordia. Ça a été une pratique d'à peu près une dizaine d'années, là je dirais, peut-être un peu plus. Mais c'est venu d'un moment où, au cours de mes études, j'ai passé un concours des écoles du paysage en France. Et il y avait une épreuve qui s'appelait expression plastique, qui n'était pas une épreuve de dessin, au sens, ils ne cherchaient pas une approche conventionnelle, mais plutôt une capacité à exprimer des choses créativement. Donc ça pouvait être le crayon, mais aussi, on avait le droit à tous les outils possibles. On pouvait amener tout ce qu'on voulait. Et là, j'étais un petit peu embêtée parce que moi, j'avais vraiment pas pratiqué ça. Et j'avais même plutôt eu un blocage puisque mon enseignante de maternelle m'avait appris à dessiner chaque chose. Les personnages se dessinaient comme ci, comme ça. Chaque élément était très très rigide et j'ai complètement abandonné du coup cette pratique de dessin, voire presque jamais pratiqué ou très peu. Et donc pour cette épreuve, ça m'a en quelque sorte libérée parce que j'étais obligée de m'y mettre. Et donc j'ai des amis en art appliqué qui m'ont aidée du coup à libérer cette créativité. Et depuis, j'ai toujours dessiné, utilisé ça vraiment comme on utiliserait la prise de notes en texte. Et donc c'est cette liberté que je retiens, en tout cas que j'ai retenue dans la pratique du dessin et que j'ai appliquée finalement après mon choix était de me porter plus vers la géographie parce que j'avais un intérêt déjà à cette époque-là pour la recherche.
D'accord, donc on est parti donc de la libération d'un blocage à finalement un objet de centralité dans votre travail. Et alors justement, vu qu'on est là pour en parler, est-ce que vous pouvez commencer par définir ce qu'est la cartographie sensible, qui est quand même un objet, une pratique assez singulière. Quand on pense à cartographie, on s'imagine rarement la nature des dessins que vous produisez. Et peut-être que pour la définir, vous pourriez nous expliquer en quoi elle diffère de la cartographie conventionnelle, géolocalisée, qui est plus familière du public. En fait, la cartographie sensible, elle s'intéresse donc à la dimension sensible de l'espace, voilà, pour le dire d'un point de vue général, mais en fait, elle représente plutôt l'expérience que l'on peut faire d'un espace. Donc, elle suppose qu'il n'y a pas une représentation finalement globale ou universelle, comme pourrait l'être avec la carte euclidienne, avec les coordonnées, donc un cadre en fait dans lequel pourraient s'insérer toutes les données. Mais là, du coup, on suppose qu'il y a un infini panel de cartes possibles, et donc qui correspond en fait aux expériences qu'on peut faire de l'espace. Donc c'est vraiment une différence majeure, mais il n'empêche que la carte sensible peut tout de même dialoguer avec d'autres types de cartes comme la carte géolocalisée conventionnelle. Et c'est ça, pour une définition un petit peu rapide, c'est ça. Sur quel genre de données va s'appuyer la cartographie sensible ? Du coup, plutôt des données de l'ordre du vécu. Ça peut être des sensations, ça peut être des émotions, ça peut être des souvenirs. Donc là, ce ne sont que des exemples, mais c'est assez large finalement. Le vécu, ça peut englober beaucoup de choses. Votre matière principale, votre matière brute, ça va être plutôt de l'ordre des discours récoltés sur ces expériences spatiales. Oui, alors ça peut être sous forme de discours, c'est-à-dire d'un vécu qui peut être relaté par la parole, mais ça peut être aussi un vécu qui vient entre guillemets d'être vécu, comme une marche. Il y a beaucoup en France, ça se pratique la cartographie sensible à partir d'expériences en fait qu'on crée. Donc on crée un dispositif pour l'occasion, pour faire la carte. On va créer une expérience. Donc souvent, ça peut être des promenades qu'on va appeler promenades sensibles. Ça se fait beaucoup en fait à l'école, dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur avec les étudiants. Ça se fait aussi beaucoup pour des diagnostics territoriaux, par exemple dans le cadre de projets d'aménagement, pour des travaux de terrain. Donc l'expérience peut être relatée et déjà avoir été vécue et donc être recomposée dans la parole, ou être immédiatement, ça peut être une expérience immédiate et on fait la carte vraiment juste après avoir réalisé l'expérience, qui donne des résultats bien sûr très différents. J'aurais aimé vous entendre sur le positionnement et la fonction de ces cartes sensibles. Si on reprend cette distinction image-représentation ou image-expérimentation, qu'en est-il de la cartographie sensible ? C'est sûr que la cartographie sensible est complètement dans l'expérimentation, dans le sens où finalement il n'y a pas un type de représentation attendue en fait. Donc c'est pour ça que elle peut être intéressante justement pour permettre à des personnes de s'exprimer et d'exprimer des choses qu'on n'attend pas peut-être en général d'elles d'un point de vue social ou politique. Ça peut être des cartes du coup qui vont un peu transgresser certains ordres sociaux, politiques, de genre, etc. Et donc je dirais que c'est un outil post-représentationnel, je le placerais de ce côté-là, dans le sens où ça va intégrer dans l'expérimentation, ça va permettre d'intégrer le processus et d'intégrer en fait toute la construction de la cartographie. Donc c'est un mouvement dans les sciences sociales aujourd'hui. On se rend compte que c'est important en fait d'intégrer ce processus au sein de la recherche, et puis surtout parce que souvent il a pu être dit, écrit, c'est-à-dire il était dans les manuscrits, dans les publications, dans des notes de bas de page, on retrouve dans des encadrés, mais finalement peu dans les images scientifiques. Et donc cette fonction post-représentationnelle de la carte permet justement d'intégrer tous
tous ces aspects en fait de l'expérience de recherche et donc finalement son l'ancrage de cette cartographie sensible elle est plutôt du côté de la performance que de la représentation. La carte sensible, elle performe de l'expérience plus qu'elle ne la représente. Elle est une trace et donc on pourrait en relisant la carte et d'ailleurs en vous écoutant sur la lecture de la cartographie des luttes, vous avez vous-même performé cette carte et vous pourriez faire une nouvelle carte à partir de ça. Donc il n'y a pas de vocation générale, mais c'est plutôt des traces qui peuvent être très importantes et très signifiantes. Alors vous avez utilisé un mot que je trouve très intéressant, c'est celui de la transgression, et ça m'amène à une autre question, c'est celle de l'accueil en fait de ces propositions performances dessinées, l'accueil de ces cartes dans la communauté académique. Est-ce qu'il y a des résistances, notamment sur les enjeux de scientificité, on va dire, de ces productions, parce qu'on comprend en vous écoutant que vous êtes dans une recherche création qui assume tout à fait un pont avec la démarche artistique. Et du coup, comment on construit sa place dans cette hybridité quand on est dans un milieu académique qui est pas toujours très ouvert, ou peut-être je suis un peu trop pessimiste. En tout cas, ces cartes sensibles, elles sont de plus en plus acceptées parce que je pense qu'elles permettent, par exemple à des personnes qui sont partie prenante de la recherche, de l'enquête, d'exprimer. Donc ça, c'est vraiment une qualité qui est aujourd'hui reconnue. Ce qui est peut-être difficile encore à faire entendre finalement, c'est l'idée que la carte n'est pas seulement porteuse d'informations, mais qu'elle peut aussi suggérer, ouvrir, montrer une profondeur, associer des idées, et que cette association d'idées, elle va être fertile, elle va être une force. C'est vraiment une dimension poétique de la carte qu'on retrouve, mais qui est une dimension qui a été très bien identifiée, puisque au départ, à la Renaissance, par exemple, les cartographes étaient des artistes, c'est-à-dire retrouver finalement la dimension esthétique de la carte et s'en servir d'un point de vue scientifique pour démontrer des choses, montrer des choses, faire avancer les connaissances. Et je pense que c'est peut-être sur ce point-là que il y a encore du chemin à faire pour faire reconnaître la carte comme outil réellement scientifique. J'aimerais vous demander pourquoi le dessin, que peut le dessin, parce que vos créations cartographiques dessinées, elles sont toujours accompagnées d'un paratexte essentiel. Les cartes, elles sont pas autonomes. Il y a des légendes manuscrites sous forme de prose qui intègrent les figurés. Des fois, il y a même des restitutions textuelles d'entretien ou de ballades. Qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que le trait dessiné va permettre de faire figurer qui n'existe pas dans le texte? Ou si je pose la question inverse, c'est est-ce que le texte, ces paratextes qui reprennent les légendes, les restitutions des échanges ou le récit des parcours, est-ce que ces textes pourraient suffire, ou l'écriture cartographique dessinée a des attributs spécifiques qui font sa puissance? Pour moi, il y a une immédiateté du dessin, mais comme de tout outil visuel, je pense, ça c'est pas restreint au dessin. Une immédiateté qui fait que quand on lit, quand on voit cette carte, si on se plonge un tant soit peu dedans, dans le sens où on la regarde un peu précisément, parce qu'on peut aussi passer à côté, c'est quand même des outils qui sont peut-être un peu alternatifs, donc qui demandent quand même une certaine attention, mais si on la regarde et qu'on regarde aussi la légende, on peut sentir, je pense notamment à une carte faite à partir d'un récit d'une réfugiée rwandaise à Montréal, qui est une survivante du génocide contre les Tutsis de 1994. Elle raconte en fait le moment du déclenchement du génocide, qui est attaché notamment au crash, au décès du président du Rwanda à ce moment-là, et un attentat et un crash de l'avion du président.
Et donc elle raconte très précisément le jour où elle s'est réveillée à 6 heures du matin, et ça a été vraiment comme une explosion. Elle raconte toute la journée, et l'explosion en fait dans le récit augmente, et donc on sent vraiment la tension dans le récit. Donc on pourrait écrire un texte pour montrer cette tension, mais la carte, elle montre immédiatement justement cette explosion et le fait qu'elle, c'est comme une sorte de choc qui se répand. Donc c'est cette immédiateté qui est, je trouve, intéressante et qui permet de toucher le lecteur. Et donc là, on revient à la réception, mais il y a un intérêt dans cette cartographie pour la réception de la carte. Et dans le sens où la carte n'est pas autonome, elle est produite par un auteur avec une intention à destination d'un lecteur, et ce lecteur va à nouveau en fait performer la carte et pourrait donner sa lecture. C'est dans ce sens que je dis que ce sont toujours des traces qui sont réactivées en fait. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être un peu plus concrètement et en détail le processus de construction, de conception et de création de ces cartes ? Est-ce qu'il y a des étapes, Est-ce que vous faites des brouillons, des croquis intermédiaires qui sont partagés avec les personnes interviewées, par exemple, quand vous êtes dans des données de type expérience relatée, et à quel moment intervient le dessin ? Vous parlez de l'immédiateté de la réception, mais est-ce qu'on est aussi dans une spontanéité de l'écriture, ou alors ça vient après des notes ? Est-ce que vous seriez d'accord de partager un peu la cuisine interne de la création de ces cartes ? Je peux reprendre l'exemple justement de l'atlas subjectif des récits rwandais. Donc en fait, ce sont des récits de vie sur lesquels j'ai travaillé donc à l'université Concordia. Ils ont été produits par l'association Page Rwanda qui représente les victimes du génocide, et puis ils ont été archivés dans le centre d'histoire orale et de récits numérisés de Côte de l'université Concordia. Et donc mon travail sur ces cartes, en fait, ces cartes ont été cartographiées à l'aide d'une application qui géolocalise. Et justement, l'application montrait des limites quant à la représentation des émotions, puisque du coup, elle en venait finalement à juste nommer dans le récit thématiquement, à pointer ici, il y a une émotion ici, mais finalement sans rien dire de l'émotion réellement, juste en la pointant. Et le deuxième problème, c'était que ces émotions étant non verbales et l'application s'appuyant sur le texte, en fait, l'application n'était pas, les cartographes avec l'application n'étaient pas capables de réellement pouvoir les cartographier, puisqu'elles n'étaient pas textuelles, et elles sont souvent non verbales, implicites. Ou alors non-verbal, ça peut être aussi explicite, mais juste, elles ne sont pas dites. Donc la carte sensible, elle va permettre de faire ressortir ça. Donc j'ai choisi par exemple des moments du récit, comme le moment dont je parlais. Et puis à partir de ça, j'ai commencé à écouter le récit, cet extrait de récit plusieurs fois. Et donc il y a de la spontanéité dans le sens où c'est ce qui me vient et comment je ressens les choses. C'est vraiment ma carte. Mais il y a tout un travail de construction qui fait qu'il y a une distanciation par rapport à ce que je ressens du récit, à ce que je lis, à ce que je comprends. Et donc il y a tout un travail d'esquisse préliminaire. Ça peut aller des fois jusqu'à 10, 15 cartes avant la carte finale. Et ces esquisses ont justement été présentées dans l'atlas subjectif sous forme pour l'instant c'est un livre auto-édité, mais parce que ces esquisses, elles sont traces justement du processus, elles montrent le processus, et c'est bien ce qu'il s'agit de montrer, c'est-à-dire que c'est une lecture à un moment donné, dans un contexte spécifique par une personne précise. Et donc c'est ça l'intérêt aussi de la cartographie sensible. Elle se présente finalement de manière moins neutre, aussi bien du côté de la production que du côté de la réception. Radio Anthropocène.